Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Sean Fu, analyste financier et expert de la Chine, pour discuter de certaines guerres liées aux chaînes d'approvisionnement et du conflit économique plus large en cours. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Bien sûr, ravi d'être ici, Ray. Il se passe donc beaucoup de choses dans la guerre économique actuelle. La dernière fois, nous nous étions surtout concentrés sur la Chine et les États-Unis. Je veux y revenir, mais l'Europe fait également la une de l'actualité, compte tenu des sanctions contre la Russie. Je me suis dit que ce serait un bon point de départ, car il semble que Donald Trump ait désormais décidé de sanctionner les deux principales compagnies pétrolières russes, ce qui constitue une démarche assez intéressante. Il avait été prudent jusqu'ici à l'idée de sanctionner la Russie, simplement parce qu'il voulait améliorer les relations avec elle. Du moins, c'est ce qu'il disait. Même Joe Biden lui-même ne voulait pas sanctionner ces compagnies pétrolières russes, non pas par bienveillance, mais parce que si l'on sanctionne les compagnies pétrolières, le prix du pétrole augmente et les pertes d'exportation russes seraient compensées par la hausse des prix. C'était sa principale préoccupation. L'Occident serait puni et la Russie resterait en grande partie épargnée. Cela dit, il ne faut pas minimiser la gravité de cette sanction. J'aimerais donc vous demander, comment évaluez-vous les conséquences de cette mesure? Car il s'agit principalement de sanctions secondaires, des sanctions contre la Chine, l'Inde et d'autres pays qui continuent d'acheter du pétrole à la Russie, ce qu'ils sont plus ou moins obligés de faire. Est-ce exact? Oui, plus ou moins. Je suppose qu'en ce moment, Trump est soumis à une très forte pression, une double pression. L'ensemble de l'économie américaine, toute la guerre commerciale, repose sur l'idée de prendre l'avantage sur la Chine. Je pense que nous avons tous discuté ces derniers mois, voire ces 12 derniers mois, du fait que les États-Unis ne peuvent pas mener des guerres économiques et des guerres physiques sur différents fronts. On ne peut pas, vous savez, affronter la Chine tout en combattant ou en aidant Israël. On ne peut pas vraiment se concentrer sur la Chine si l'on est déjà engagé sur le front oriental à soutenir l'Ukraine. Donc ce que Trump essaie de faire en ce moment, c'est de se dégager, de dégager les États-Unis de toutes ces confrontations afin de se concentrer sur la Chine. Mais le gros problème ici, c'est que la Chine a joué plusieurs cartes qui ont choqué l'administration au cours des derniers mois. Je pense que 3 grandes cartes ont été abattues. La première a été de ne plus acheter de soja aux agriculteurs américains. C'est une mesure importante. La deuxième, c'est la carte des terres rares. La Chine ne va tout simplement plus en fournir aux États-Unis. Et le problème, c'est que désormais, la Chine peut dire aux pays qui utilisent ces terres rares, si vous utilisez nos composants, nous avons le droit de dicter, ou du moins d'influencer, la possibilité que vous vendiez ces composants aux Américains. Cela inquiète sérieusement Trump également. Et d'un autre côté, la Chine a réduit ses importations d'énergie américaine jusqu'à 0. Donc, nous parlons de l'absence de GNL, de charbon et également de pétrole brut. Si l'on examine les sanctions contre la Russie d'un point de vue purement économique, il y a un programme à court terme et un programme à long terme. Maintenant, si vous parvenez à contraindre le monde à cesser d'acheter du pétrole à Poutine, il est évident quels seront les effets pour les États-Unis. Les prix du pétrole augmentent, ce qui s'est produit d'environ 7%, et cela a en réalité contribué à freiner la baisse des prix du pétrole au moment où les producteurs américains souffraient, n'est-ce pas? La Chine ne leur achète pas. Leurs coûts de production sont très élevés. Ainsi, Trump, en réalité, essaie aussi de sauver les producteurs de pétrole américains. Et maintenant que le monde est contraint au point où il est impossible d'acheter du pétrole auprès de Rosneft ou de Lukoil,
les deux principaux producteurs et exportateurs russes, où peut-on s'en procurer? En ce moment, les Européens n'ont d'autre choix que de l'obtenir des États-Unis. Et il y a même des rumeurs selon lesquelles l'Inde réduirait également ses livraisons. C'est donc en partie une manœuvre pour sauver l'industrie pétrolière américaine, afin de permettre à Trump d'exporter davantage d'énergie américaine dans le monde. Voilà pour le court terme. Si l'on regarde le programme à plus long terme, Trump veut que la guerre avec la Russie prenne fin, pas vraiment par altruisme. C'est parce qu'en mars et en avril, je crois que nous nous souvenons que les Russes, Poutine et son équipe, discutaient tranquillement de projets liés aux terres rares avec les Américains, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous faire cela s'il y a une guerre physique, une guerre cinétique en cours en Ukraine? C'est impossible. Et si l'on regarde les déclarations de Trump, il est plutôt satisfait de laisser les Russes, vous savez, capturer ou intégrer les territoires qu'ils contrôlent jusqu'aux lignes de front où qu'elles se trouvent aujourd'hui. Ce qui signifie que toutes les terres rares situées sur le territoire ukrainien seraient sous contrôle russe. Ainsi, ce que Trump veut faire, c'est aussi se détacher de la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les terres rares, afin de collaborer avec les Russes au développement des ressources souterraines. Voilà en gros l'agenda à long terme également. Comment les Chinois prévoient-ils de s'adapter à cela? Parce qu'il y a certains problèmes, notamment avec le gaz. Étant donné qu'il existe des gazoducs et des oléoducs, il va être très difficile pour les gendarmes du monde de surveiller une partie de ce commerce. Ce sera plus facile avec l'Inde, bien sûr, puisque les Russes utilisent des navires. Encore une fois, les pays occidentaux essayent plus ou moins de criminaliser cela, ce que l'on peut voir dans le langage. Tous les journalistes doivent y faire référence comme à une flotte fantôme, vous savez, ce genre de marque habituelle. Mais lorsque nous avions Biden, une grande partie des sanctions contre la Russie et des actions menées contre elle comportaient une forte composante chinoise. Sous l'administration Biden, tous ces hauts responsables expliquaient régulièrement pourquoi c'était une guerre brillante. Par exemple, Keith Kellogg disait très ouvertement que c'était une guerre brillante. Il l'a comparé à Sun Tzu, parce qu'il soutenait, vous savez, que nous utilisons les Ukrainiens pour éliminer la Russie en tant que rival stratégique. Et si nous pouvons la faire sortir du rang des grandes puissances, alors les États-Unis pourront concentrer toutes leurs ressources sur la lutte contre la Chine. C'était donc là toute la finesse de la stratégie. Mais au lieu de cela, bien sûr, nous avons vu la Chine et la Russie se rapprocher. Et avec Trump, dans l'ensemble, l'objectif reste le même, mais il pensait au départ. Faisons passer la Russie de notre côté. Nous pourrions ainsi la détacher un peu de la Chine. Et encore une fois, la Chine est aussi un élément clé de cette guerre. Mais étant donné à quel point tout dépend de la Chine, ou de l'attention portée à la Chine, comment pensez-vous que la Chine va réagir à cela? Parce que j'avais l'impression que Pékin avait plus ou moins compris que si les Russes pouvaient être brisés, alors la Chine serait la prochaine sur la liste. Bien sûr. Je suppose qu'il y a deux façons d'aborder la question. D'abord, je ne crois pas que les Américains puissent affronter la Chine immédiatement. Si nous disons que Trump va aller jusqu'au bout, pied au plancher, cela signifierait exclure un grand nombre de banques chinoises et de raffineurs de pétrole chinois du système mondial, n'est-ce pas? Et nous connaissons un peu la procédure. Cela impliquerait potentiellement de confisquer leurs actifs, de les exclure du système SWIFT. Et encore une fois, il serait impossible d'utiliser le système de paiement basé sur le dollar. Si cela devait se produire, cela briserait instantanément le commerce mondial. Et la catastrophe que nous avons connue au cours des 6 derniers mois serait amplifiée 5 à 10 fois. D'un autre côté, les Chinois ne vont pas vraiment prendre ce risque non plus.
Alors, ils vont simplement jouer à un jeu de tap-taupe avec les Américains, avec Trump, de la même manière qu'ils l'ont fait ces 2 ou 3 dernières années avec l'administration Biden. Maintenant, le fait est que vous essayez de cibler 2 compagnies pétrolières précises, n'est-ce pas? Rosneft et Lukoil. Qu'est-ce qui les empêche de créer des intermédiaires grâce auxquels Lukoil et Rosneft pourraient vendre leur cargaison à une entreprise, et cette entreprise la revendrait ensuite au reste de l'Asie et aussi à la Chine? Ils peuvent toujours ouvrir leur propre filiale intermédiaire ou société écran pour déplacer les volumes russes. Donc, à moins que l'administration Trump n'opte pour un embargo économique total ou une confrontation avec l'ensemble de l'économie chinoise, tout cela peut être contourné. Et nous avons constaté qu'entre 2022, 2023 et 2024, il y a eu beaucoup de flottes fantômes, comme vous l'avez mentionné. De nombreux commerçants indépendants sont arrivés. Les entreprises prêtes à prendre le risque achètent du pétrole russe à un prix fortement réduit, puis le revendent à d'autres pays. Et bien sûr, l'un des pays destinataires est la Chine. Les marges sont si importantes qu'elles acceptent de courir le risque. En ce qui concerne les sanctions, il faut comprendre que la Chine et la Russie sont si proches géographiquement que, même si l'on transportait du fret depuis l'est de la Russie, en contournant le Japon, en passant près de la Corée du Sud jusqu'à la Chine, cela resterait une courte distance. Les navires chinois peuvent effectuer le trajet sans grand risque. Les assureurs n'ont pas vraiment besoin, par exemple, de recourir à Lloyd's of London ou à d'autres assureurs occidentaux. Ils peuvent simplement gérer cela en interne avec des assurances chinoises. Je ne pense donc pas que cela représente un problème logistique ou même financier majeur pour les Chinois. Ce sera simplement un grand casse-tête et un immense jeu de tap-taupe. C'est intéressant ce que tu as dit à propos de l'assurance, car dans cette guerre économique, elle ne cesse de se propager, de se ramifier. Autrement dit, si tu ne peux pas utiliser les ports occidentaux, utilise d'autres ports. Si tu ne peux pas utiliser une monnaie, si tu ne peux pas utiliser les banques, tout cela crée peu à peu des incitations à construire une nouvelle architecture économique. Et l'assurance est bien sûr le nouvel enjeu, car l'Occident, surtout les Britanniques, a presque monopolisé ce domaine. Mais maintenant, par nécessité, il y a aussi une diversification ici. Le pétrole, en revanche, est intéressant, car s'il y a de l'argent à gagner, il y a toujours un moyen de contourner. Mais nous avons vu que les Allemands ont en réalité été les premiers à supplier les États-Unis d'obtenir des exemptions. Ce qui est, eh bien, dans le monde de la politique, plutôt amusant. Car les Européens comptent parmi les plus fervents et les plus déterminés partisans de l'escalade de la guerre contre la Russie. Et ils réclament également davantage de sanctions de la part des États-Unis. Bien sûr, une fois que les États-Unis sanctionnent le pétrole russe, l'Allemagne découvre que certaines de ses plus grandes raffineries appartiennent en fait à des Russes sur son propre territoire. Et cela pose un sérieux problème. Oui. Alors, pensez-vous que les Européens seront épargnés? Parce que, comme vous l'avez dit, la hausse des prix du pétrole pourrait profiter aux producteurs américains, mais les Européens, eux, sont des consommateurs, des acheteurs. Ils vont simplement se faire laminer par tout cela. Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr de ce que Trump va faire, n'est-ce pas? Je veux dire, il est tellement imprévisible, on n'en a aucune idée. Mais les Européens, eux, sont vraiment pris dans un double piège. Et l'Occident aussi est vraiment coincé dans une situation où l'image est très mauvaise. Alors disons que Trump accorde effectivement une exemption à l'Allemagne, d'accord? Oui, vous pouvez raffiner n'importe quel pétrole dans les raffineries de Rosneft et nous ne vous sanctionnerons pas. Le reste du monde peut encore vous acheter et d'autres entreprises allemandes ou européennes peuvent toujours obtenir des produits pétroliers, essence, kérosène, matières premières pour le plastique et pour les engrais.
Mais qu'est-ce que ça fait au fond? Cela revient à dire qu'il existe deux livres de règles dans le monde. L'un pour les États-Unis et leurs alliés ou partenaires, et l'autre essentiellement pour le reste du monde, que l'on pourrait appeler le Sud global, la majorité mondiale ou les BRICS. Et cela ne fera que scinder le monde en blocs plus vastes. Car si vous essayez d'imposer ce type de sanction mondiale, elle doit être véritablement mondiale. Elle doit s'appliquer quel que soit le pays, qu'il s'agisse de l'Allemagne, du Zimbabwe, de la Thaïlande ou de la Chine. Elle doit avoir des autres remèdes. Mais si vous le faites de manière aussi autoritaire, en punissant le reste du monde sauf vos alliés, elle arrête tout le monde. Et nous verrons simplement le monde entier se diviser davantage en blocs collectifs. Les BRICS commenceront à commercer davantage entre eux. Finalement, les flux russes iront toujours vers les BRICS. Et ensuite, les Européens seront piégés à acheter du GNL américain, de l'énergie américaine. Parce que, du moins selon ma spéculation, si Trump devait permettre aux raffineries de Rosneft d'échapper aux sanctions grâce à des exemptions, il y a de fortes chances que les Américains veuillent que les intrants, le pétrole, le brut, soient de l'énergie américaine. Cela n'aurait de sens pour Trump que s'il obtenait cette exemption. L'Allemagne se retrouve donc vraiment prise dans un double piège ici. Il semble toutefois que la stratégie géoéconomique des Américains consiste à accorder un ensemble de règles aux pays qui se subordonnent ou se soumettent, qui font ce qu'on leur dit, et un autre à ceux qui ne le font pas. Oui, une manière de restaurer l'Empire américain. Mais pour les Européens, c'est une situation assez terrible, non seulement avec les Russes, mais aussi avec les Chinois. Car si l'on se place du point de vue des États-Unis, il semble que l'objectif soit de construire des blocs géoéconomiques, c'est-à-dire d'obtenir la loyauté totale de ses vassaux et de s'assurer qu'ils se coupent de leur rival, à savoir la Chine. Et pour l'instant, personne n'est vraiment plus obéissant que les Européens. Je crois que nous avons parlé la dernière fois de Nexperia. C'est un excellent cas d'étude à ce sujet. Comment cela évolue-t-il maintenant? Parce que, la dernière fois que j'ai regardé, la saisie de Nexperia provoque désormais une réduction massive de la production chez les constructeurs automobiles européens, en particulier les Allemands. Encore une fois, pour une raison ou une autre, l'Allemagne se retrouve particulièrement touchée. Et j'ai vu que le ministre allemand des Affaires étrangères se rendait en Chine, ou prévoyait de s'y rendre, mais que personne ne voulait le rencontrer. Encore une fois, le monde a changé de manière très radicale en seulement quelques années. Comment évaluez-vous cette situation? Eh bien, je pense que les Pays-Bas ont vraiment commis une erreur assez grave. Il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles le ministre néerlandais aurait agi de son propre chef. Je veux dire, le gouvernement néerlandais a agi de manière indépendante. Mais nous avons d'autres rapports, comme, vous savez, je crois que c'était le Wall Street Journal, qui disent que peut-être les Américains y ont joué un rôle, n'est-ce pas? Donc nous ne savons pas. Mais la grande question maintenant est, pourquoi vouloir provoquer les Chinois, alors qu'on sait qu'il y a une confrontation autour des terres rares entre la Chine et l'Occident collectif, en particulier les États-Unis? Le problème, c'est que cela ne fera qu'accélérer les efforts de la Chine pour créer sa propre chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. La Chine n'a actuellement pas d'autre choix que de tout construire en interne. L'une des principales raisons pour lesquelles la Chine a investi dans Nexperia et a commencé à fabriquer des puces aux Pays-Bas est la présence de nombreuses machines de lithographie avancée. Elles y sont réellement accessibles. Et l'écosystème des semi-conducteurs y est également de très bonne qualité. Mais le problème, c'est que si l'on commence soudainement à prendre le contrôle d'entreprises chinoises,
la Chine risque désormais d'être coupée de l'approvisionnement en puces depuis les Pays-Bas jusqu'à la Chine, car ces puces y sont envoyées pour être finalisées et reconditionnées avant d'être expédiées vers le reste du marché chinois. Si cela se produit, quel intérêt la Chine aurait-elle à construire davantage d'usines aux Pays-Bas ou ailleurs dans l'UE? Parce que si cela peut arriver en Hollande, cela pourrait facilement se reproduire dans le reste du bloc européen. Non? Peut-être pas en Hongrie, mais d'autres pays pourraient aussi prendre des mesures similaires. Cela ne fera qu'encourager la Chine à redoubler d'efforts dans le développement de ses propres semi-conducteurs. Et je ne pense pas que les Chinois oublieront cela de sitôt. Nous atteindrons donc un point où les puces chinoises finiront par rattraper celles des Américains. L'Europe se retrouvera alors dans une nouvelle impasse. Sera-t-elle contrainte d'acheter uniquement des puces américaines coûteuses? Et les Chinois seront-ils même disposés à leur vendre des puces abordables à l'avenir? L'expérience de Nexperia n'est donc pas vraiment positive pour la Chine. C'est toujours incroyable. Eh bien, lors de ce voyage, s'il n'avait eu qu'un seul objectif, celui de trouver un moyen d'obtenir les puces, cela aurait été acceptable. Mais vous savez, pour résumer ce qui s'est passé, le gouvernement néerlandais prend d'abord le contrôle d'une entreprise chinoise aux Pays-Bas qui fabrique des puces. La Chine réagit en disant que si ce territoire est plus ou moins saisi ou occupé, pour reprendre ce langage, ses filiales ne vont plus rien envoyer au siège aux Pays-Bas. Alors maintenant, les puces commencent à manquer. Et tout l'objectif de cette opération n'était-ce pas d'assurer la sécurité des puces, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Et maintenant, soudainement, il y a une pénurie massive. L'industrie automobile allemande s'effondre, enfin pas complètement, mais elle doit réduire considérablement sa production. Il y a une énorme pénurie, et ils n'avent pas quoi faire. Ainsi, le ministre allemand des Affaires étrangères se rend en Chine. Et à son ordre du jour, il ne s'agit pas seulement d'essayer de résoudre ce problème, ce qui impliquerait de le faire par le biais de concessions chinoises, car à mon avis, il aurait dû prendre un vol pour les Pays-Bas et revenir sur certaines de ses décisions, mais il ne l'a pas fait. Il est également prévu de dire aux Chinois qu'ils devraient cesser de commercer avec la Russie, et eh bien, c'est comme une liste d'exigences. Il ne semble pas qu'ils mesurent vraiment à quel point le changement d'équilibre des pouvoirs a, je suppose, modifié leurs relations ici. C'est difficile à croire, mais il semble y avoir une certaine forme d'illusion. Et aux États-Unis aussi, comment interprétez-vous l'évolution économique ou la formation de bulles, les investissements que nous avons dans différentes IA qui ne donnent pas les résultats attendus? Pensez-vous que les États-Unis se retrouvent, eux aussi, dans une situation très délicate? Je pense que les États-Unis et la Chine ont compris à quoi ressemblera le champ de bataille du futur, n'est-ce pas? Il s'agira des puces, des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine adoptent deux approches très différentes. La Chine agit de manière très domestique. Elle utilise une grande partie de son excédent commercial et de ses talents locaux en essayant de rendre cela durable. L'approche chinoise de l'IA consiste essentiellement à créer des modèles suffisamment performants pour être utilisés dans le monde réel. Peut-être qu'ils les utilisent pour alimenter des hôpitaux ou pour développer de nouvelles technologies, comme des systèmes de conduite autonome pour les véhicules BYD. Et ensuite, les revenus que vous en tirez commencent à se réinvestir dans l'IA, ce qui en fait une entreprise autosuffisante. Mais les Américains savent qu'ils n'ont pas vraiment une grande base industrielle de fabrication, contrairement à la Chine. La Chine est l'usine du monde, comme nous le savons tous, et elle peut utiliser cela comme une sorte de superchargeur pour toute sa technologie d'IA, afin de renforcer encore davantage sa production.
Puis l'excédent commercial est réinvesti dans l'IA. Or, les Américains n'ont pas cela. Ce que les Américains ont, pour le meilleur ou pour le pire, c'est le système de capital fictif de Wall Street. Ils ont la capacité, grâce au dollar américain et à la profondeur de leur marché financier, de dire au monde entier d'investir aux États-Unis, d'investir dans l'IA américaine. Et c'est pourquoi, il y a quelques mois, peut-être en mars ou en avril, Trump a lancé ce grand projet appelé Stargate, 500 milliards de dollars investis dans l'IA américaine. C'est pour cela que nous voyons beaucoup d'entreprises comme OpenAI investir dans Oracle et Oracle réinvestir dans NVIDIA. C'est un grand jeu de recyclage de liquidités. Et c'est aussi pourquoi nous voyons beaucoup de ces bulles devenir de plus en plus grosses. Par exemple, le cours de l'action d'Oracle a augmenté de 30%, ce qui représente, je suppose, environ un tiers de billions de dollars qui s'envolent soudainement. Mais quand on regarde les détails, on voit que leurs clients, OpenAI, alimentent cela par beaucoup de dettes. Et si les États-Unis veulent rendre cela durable, cela signifie qu'ils doivent évincer la Chine du jeu de l'IA. Sinon, il n'y aura pas assez de demande mondiale pour alimenter la bulle américaine, pour justifier les valorisations, pour justifier les revenus. Donc, si l'on examine l'ensemble de la stratégie américaine face à la Chine en matière d'IA, ils sont à plein régime. C'est pourquoi nous avons les restrictions sur les semi-conducteurs liés à l'IA. C'est aussi pourquoi la Chine essaie de réagir sans priver NVIDIA de ses revenus chinois. Et c'est une autre grande raison pour laquelle Trump essaie désespérément de faire baisser les taux d'intérêt. Il veut que tout le système américain, les entreprises américaines, les grandes sociétés technologiques américaines, disposent de suffisamment d'argent pour emprunter et continuer à alimenter le système. C'est donc un grand pari. Et en l'état, c'est un peu un pile ou face. Je me souviens que sous l'administration Obama, pendant la crise financière mondiale, il voulait choisir qui renflouer. Il y a eu un énorme tollé, surtout parmi les républicains, affirmant que ce n'était pas le rôle du gouvernement de décider quelles entreprises devaient survivre et lesquelles devaient s'effondrer. Mais sous Trump, cela a atteint un tout autre niveau. Le gouvernement américain devient désormais copropriétaire de ces entreprises de semi-conducteurs. Et cela est, disons, d'un point de vue américain, assez unique. Voyez-vous tout cela comme étant lié au désespoir des États-Unis? Parce que, comme vous l'avez dit, si beaucoup de ces programmes d'IA sont désormais construits sur des pertes qu'ils ne s'autofinancent pas, tout est en péril. S'il n'y a pas de revenus, ou pas de revenus suffisants, il n'y a pas de recherche et développement, la dette augmente et des bulles se forment. C'est une situation très insoutenable. La stratégie clé de la Chine consiste simplement à continuer, et le temps finira, je suppose, par résoudre tous ces problèmes de lui-même. Oui, je suppose que Trump se lance maintenant dans une très grande expérience, à savoir que le gouvernement américain achète des participations, des actions d'entreprise, afin de renforcer ses chaînes d'approvisionnement. Ce que Trump essaye de faire, c'est de battre les Chinois à leur propre jeu, n'est-ce pas? Le système capitaliste américain fonctionne, en un sens, s'il est appliqué correctement. Mais maintenant, on essaie de se rapprocher d'un modèle que la Chine a maîtrisé au cours des 10, 20, 30 dernières années, celui de subventionner ses propres entreprises. Et la Chine ne le fait pas vraiment par la dette et les déficits, même si elle en a. C'est surtout grâce à ses revenus tirés de toutes ses exportations, à son excédent commercial. Et cela peut être fait de manière plus durable. N'oublions pas que les rendements des obligations chinoises sont encore inférieurs à 2%, alors que les rendements des obligations américaines à 10 ans dépassent largement 4%. Donc le coût de l'emprunt est doublé. Mais il y a un autre problème fondamental concernant toutes ces chaînes d'approvisionnement. En discutant avec les Australiens, par exemple,
On veut extraire des terres rares du sol. Le gros problème, c'est que j'ai fait une blague il y a quelques vidéos en disant que Trump pourrait soudainement faire apparaître toutes les terres rares du monde, comme si le génie d'Aladin les faisait surgir dans le désert de l'Arizona. Cela ne changerait rien, car tout repose sur le raffinage des terres rares. Et un seul pays domine totalement ce domaine. Environ 90 à 95% de cette activité se trouve en Chine. Parce qu'ils s'y sont lancés à une époque où les coûts étaient faibles et les réglementations environnementales très souples, même en Chine à l'époque. Donc beaucoup de ces installations, beaucoup de ces raffineries existent déjà. Mais si vous demandez aux États-Unis, à l'Australie ou à l'Europe de renoncer à leur politique environnementale pour construire des usines de raffinage de terres rares, la réponse sera un non catégorique. Donc je pense que Trump a vraiment... Enfin, je ne crois pas que la question des participations financières ait beaucoup d'importance en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement. Je voudrais poser une question sur la manière dont la Chine pourrait réagir à cette saisie des fonds souverains russes. Car depuis que cette guerre, par procuration contre la Russie, a été déclenchée en 2014, il y a eu un effort constant pour maintenir le contrôle de l'escalade, c'est-à-dire escalader lorsque c'est nécessaire et désescalader lorsque c'est requis, afin d'épuiser progressivement les ressources russes, à la fois en vies humaines et en trésors. Mais nous avons atteint un point très critique aujourd'hui. La guerre ne se déroule pas comme l'OTAN l'avait espéré. Les lignes de front s'effondrent, les Européens perdent énormément d'argent et il n'y a plus de financement pour la guerre. Il semble donc que, compte tenu de la situation sur le front, il existe désormais une pression énorme sur les Européens pour trouver de nouveaux fonds, car ils ne peuvent pas les puiser dans leurs budgets nationaux. Alors, ils ont eu une autre grande idée, un peu d'autodestruction au passage. Mais bon, légalisons tout simplement le vol des fonds souverains de la Russie, quelque chose qui n'avait même pas été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, vous voyez. Et voici le plan. Ils vont saisir plus de 200 milliards d'euros, puis commencer à les remettre à l'Ukraine pour qu'elle combatte la Russie avec son propre argent. Maintenant, j'imagine que si vous êtes assis en Chine, et encore une fois, vous savez que vous êtes le prochain sur la liste, puisque les sanctions secondaires visent déjà la Chine, que pensez-vous que les Chinois vont faire? Comment vont-ils réagir à cela? Parce que là, vous savez, Nexperia concernait la saisie d'entreprises technologiques. Mais saisir les financements, l'argent, les fonds souverains, je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c'est radical. À votre avis, quelles ondes de choc ça va-t-il provoquer dans le système financier international? Bien sûr. Je pense que les Chinois savent aussi qu'ils sont dans une situation un peu délicate. La Chine a entrepris une dédollarisation. Elle a vendu ses obligations du Trésor américain. Mais si l'on regarde les chiffres officiels, il reste encore une quantité énorme de titres détenus par la Chine. Si l'on inclut Hong Kong avec la Chine continentale, ils détiennent encore plus de 1000 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain. C'est une somme considérable, au moins 3 fois plus que ce que les Russes ont perdu. Et en ce qui concerne la confiscation, on peut toujours avancer l'argument que la Chine serait peut-être prête à renoncer à 1000 milliards de dollars pour faire vaciller le système américain. Mais à court terme, 1000 milliards de dollars, c'est encore une somme énorme. Disons par exemple que Washington les confisque. Cet argent pourrait toujours être réinjecté dans la technologie américaine de l'IA ou dans d'autres secteurs du système américain pour soutenir l'économie. Alors, le fait est que cela agit directement contre les Chinois. Ce à quoi on peut s'attendre de la part de la Chine dans les prochains mois, voire les prochaines années, c'est qu'elle se désengage plus agressivement des actifs américains.
qu'elle se débarrasse de ses bons du trésor, les laisse arriver à échéance, récupère l'argent et l'investisse dans le prochain champ de bataille du futur, les semi-conducteurs et la technologie de l'IA. Peut-être qu'ils commenceront à renforcer leurs relations avec les nations africaines, avec les BRICS, ou qu'ils placeront certainement une partie dans l'or. Mais je ne pense pas qu'ils voudront courir le risque d'être pris en otage par les Américains à cause de leurs avoirs en bons du trésor sur le long terme. Et c'est pour cela que les Chinois, même aujourd'hui, essayent encore d'avancer avec prudence. Ils ne veulent pas simplement, vous savez, provoquer Trump et soudainement, pouf, voir 1 trillion disparaître, car cela pourrait toujours arriver du jour au lendemain. C'est un découplage progressif. Eh bien, je suppose qu'un autre défi dans le dilemme chinois est que d'un côté, ils doivent riposter dans la guerre économique, imposer certains coûts et pousser les Américains à revenir sur certaines de leurs décisions. D'un autre côté, si la Chine s'implique trop profondément dans ce conflit, dans les représailles, notamment en restreignant les terres rares, elle pourrait être perçue comme un acteur économique peu fiable ou politiquement motivé par d'autres régions du monde. Du moins, c'est ce que l'Union européenne semble chercher à promouvoir chaque fois que la Chine réagit à l'une des sanctions américaines. Les Européens disent « Oh, regardez, les Chinois militarisent les chaînes d'approvisionnement. Ils ne sont pas fiables. » Dans ces cas, je pense qu'il est assez clair pour beaucoup que les Américains ont commencé cela. Je veux dire, Trump devient son propre pire ennemi lorsqu'il passe à la télévision en disant « Hey, nous allons mener une guerre économique avec la Chine. Ce sera facile à gagner. » Ensuite, quand cela tourne mal, il est très difficile de blâmer la Chine. Mais néanmoins, si la Chine est perçue comme utilisant la diplomatie économique de manière trop coercitive, ce ne sera pas bon pour elle non plus si elle veut instaurer la confiance en tant qu'administratrice fiable et apolitique d'un nouveau système économique. D'accord. Je pense qu'en ce moment, c'est un grand jeu de... Eh bien, il y a un mélange de sérieux et d'un certain jeu de fanfaronnade. Parce que Trump va rencontrer le président Xi, je crois, dans quelques jours en Corée du Sud. Donc les deux camps essayent de jouer leurs meilleures cartes. Maintenant, les restrictions sur les terres rares vont-elles continuer? Eh bien, ça dépend vraiment, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, les Chinois ne veulent pas être perçus comme un soi-disant mauvais acteur, limitant l'approvisionnement mondial en terres rares. Mais les Chinois s'inquiètent aussi des transbordements. Je pense que nous nous souvenons tous que lorsque Biden a commencé à restreindre les puces d'IA vers la Chine, certaines de ces puces ont fini par se retrouver en Chine, n'est-ce pas? Peut-être via des pays tiers, peut-être via des intermédiaires, mais les sanctions peuvent toujours être contournées. Donc, si la Chine impose ce type de sanctions ou de restrictions sur les terres rares aux pays occidentaux, une partie sera naturellement contournée aussi. Donc, la Chine ne peut pas simplement dire « Oh, nous allons approvisionner les Européens, nous allons approvisionner le reste du monde, nous allons seulement exclure les États-Unis. » Car les États-Unis chercheront très probablement à s'approvisionner également auprès de l'Union européenne. Tu as donc raison de dire que la Chine doit jouer un jeu d'équilibre assez délicat. À ce stade, tout dépend de la manière dont Trump va faire monter les tensions. Mais je pense que la Chine va se mesurer à Trump. Elle va lui demander des concessions. Et je pense que le principal objectif, le joyau de la couronne que la Chine souhaite réellement, c'est la levée de certaines restrictions sur les semi-conducteurs, notamment l'achat de toutes ces machines avancées auprès d'ASML aux Pays-Bas et de Tokyo Electron au Japon. Maintenant, y a-t-il d'autres termes et conditions? Peut-être. Mais je ne vois pas la Chine vraiment assouplir son alliance économique, son partenariat économique avec la Russie. Je ne pense pas qu'elle va cesser d'acheter du pétrole russe.
Non, cela semble peu probable. Mais je pense qu'il va y avoir quelques perturbations à court terme. Et encore une fois, pour le moment, il est important pour l'Occident d'obtenir aussi quelques victoires en matière de relations publiques. Ces efforts des États-Unis pour s'emparer de certaines régions économiques, non seulement pour s'isoler d'autres centres, mais aussi pour participer à la guerre économique, eh bien, c'est un peu comme une guerre classique. Il est toujours utile d'avoir des intermédiaires qui se jettent contre vos adversaires. Je fais souvent remarquer qu'avec les Russes, les Américains se battent jusqu'au dernier Ukrainien et jusqu'au dernier euro, et c'est bien ce qu'ils semblent faire. Mais on voit aussi, de l'autre côté du continent eurasien, c'est-à-dire au Japon, qu'ils subissent maintenant des pressions, n'est-ce pas, pour se joindre à la guerre économique menée par les États-Unis. Alors, réussissent-ils aussi à amener les Japonais à se couper de la Russie? Oui. Eh bien, je ne pense pas que cela sera très réussi. Je crois que Glenn Dizen a effectivement parlé aux Japonais et a essayé de les encourager à couper le pétrole russe. Mais l'économie du Japon est dans un état si catastrophique qu'ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Aujourd'hui, 90% du mix énergétique du Japon provient des importations, n'est-ce pas? Ils ne sont pas autosuffisants en énergie, et une grande partie provient en réalité de la Russie, notamment pour le GNL. Le problème pour le Japon, c'est que s'ils écoutent réellement les Américains, ils vont se condamner à long terme. En ce moment, je soupçonne que les Japonais jouent simplement un jeu d'attente très long. Ils espèrent que le cauchemar Trump disparaîtra après 3 ou 4 ans et que tous les tarifs douaniers s'envoleront comme par magie, afin que les industries japonaises puissent respirer un peu. Mais si le Japon devait suivre les Américains, le résultat serait assez inattendu, voire prévisible. De nombreuses industries japonaises ne pourraient pas rivaliser, surtout en Asie, où la Chine les écrase tout au long des chaînes d'approvisionnement. En ce qui concerne les secteurs stratégiques, comme les véhicules électriques, le Japon ne peut tout simplement pas rivaliser. Ainsi, les seuls marchés restants sont ceux qui excluent la Chine. Et plus probablement qu'autrement, ce seront les Américains. Et nous savons ce que veut Trump, que vous construisiez vos usines aux États-Unis. Donc, si cela se prolonge et que la coupure du pétrole russe accentue la douleur, les industries japonaises n'auront d'autre choix que de se déplacer complètement vers l'ouest, aux États-Unis, pour survivre. Cela pourrait en réalité déclencher une certaine désindustrialisation au Japon, à la manière de l'Allemagne. Je ne pense pas que le Japon veuille vraiment emprunter cette voie, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Donc oui, les États de première ligne de l'Amérique, pour reprendre ce terme, ne s'en sortent pas très bien. Mais une partie de l'objectif des États-Unis était de restaurer leur puissance économique par différents moyens, c'est-à-dire en affaiblissant leurs adversaires, principalement la Chine. Nous avons également observé des efforts pour cannibaliser certains marchés des alliés, y compris celui de la Chine. Lorsque les Allemands ont commencé à souffrir de coûts énergétiques élevés, leurs entreprises n'étaient plus compétitives. Les Américains sont intervenus, offrant des subventions pour les attirer de l'autre côté de l'Atlantique et prendre le contrôle de leurs industries. Trump a été très clair sur ses objectifs concernant Taïwan. Il pensait que leur industrie des semi-conducteurs devrait être transférée aux États-Unis. Donc, dans l'ensemble, cannibaliser leurs adversaires était, eh bien, est-ce que cela réussit vraiment? Parce que je vois maintenant Bezant passer à la télévision, parlant du caractère extraordinaire du développement économique. Bien sûr, une partie du jeu qu'ils doivent jouer consiste à inspirer confiance. Mais je suppose que ma dernière question est double. S'agit-il de cannibaliser les industries de leurs alliés et est-ce que cela fonctionne?
Et comment évaluez-vous le développement de l'économie américaine aujourd'hui? Sont-ils capables d'inverser le déclin ou voyez-vous leurs fondations s'éroder davantage? Si vous parlez de la cannibalisation des alliés, disons le Japon, l'Allemagne et le reste de l'Union européenne, je pense que c'est réussi dans une certaine mesure. Beaucoup de ces États dépendent encore fortement du marché de consommation américain. On parle d'une dépendance allant de 20% à 40%, voire 50% de parts de marché dans certaines industries. Il ne fait donc aucun doute que certaines industries et usines européennes devront s'installer aux États-Unis simplement pour avoir une chance de survivre. Mais cela crée également un gros problème pour l'ensemble du bloc occidental, pour tout l'hémisphère occidental. Vous videz certaines parties de vos amis, j'ai presque envie de dire de votre empire, mais de vos amis, afin de renforcer l'économie américaine elle-même. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que de nombreux prix aux États-Unis vont augmenter, que les consommateurs vont s'affaiblir et que la dette et les déficits continueront de croître. Car ne vous y trompez pas, vous allez être coupé d'une grande partie des chaînes d'approvisionnement des BRICS, en particulier de la Chine, si toutes les exemptions ou restrictions continuent de s'accélérer. Ainsi, le coût de la vie aux États-Unis augmentera, le niveau de vie baissera, et cela ne fera que déstabiliser l'ensemble du système politique et la population sur le terrain. Ce n'est donc pas très bon non plus. Donc, si les États-Unis continuent sur cette voie, l'ensemble de l'économie sera encore plus enlisé dans la dette et les déficits. On peut repousser le problème encore quelques décennies, ou au mieux une décennie. Mais ensuite, les cycles de prospérité et de récession seront encore plus violents. Et lorsque cette récession surviendra, elle sera principalement concentrée en Occident, car nous vivons désormais dans un monde bipolaire où tout est moins interconnecté. Ainsi, si une grande récession devait survenir dans quelques années, ce serait l'Occident, et surtout les États-Unis, qui en souffriraient le plus. En cas de crise, je pense qu'il s'agira davantage d'une crise occidentale que d'une crise mondiale. Juste un petit suivi à ce sujet. Voyez-vous l'empire mondial, ou les États de première ligne, commencer à réagir ou à répondre? Eh bien, si l'on regarde l'Asie, les Sud-Coréens par exemple, ils ont été convaincus de faire un investissement assez important aux États-Unis et ont fini par se faire avoir par les Américains eux-mêmes. Alors, quelle est la réaction sud-coréenne, selon vous, telle qu'elle s'est développée jusqu'à présent? Y a-t-il eu des changements? Et aussi, suivez-vous le discours interne en Corée du Sud? Ont-ils en quelque sorte tiré les leçons de cette expérience ou misent-ils encore tout sur les États-Unis? Eh bien, je pense que les Coréens ne sont pas très contents de devoir verser les 350 milliards de dollars en liquide. Ils ont dit à plusieurs reprises qu'ils préféraient faire une sorte de règlement de dette, prêter de l'argent aux États-Unis et s'attendre à le récupérer, n'est-ce pas? Qu'ils le récupèrent réellement, c'est une autre histoire. Mais je ne pense pas que les Coréens aient vraiment beaucoup de choix. Menoti, si ce n'est de faire comme les Japonais et de jouer la carte du retard. C'est juste un grand théâtre kabuki, une grande mise en scène pour retarder Trump, pour voir comment le reste du monde réagit, pour voir comment les choses évoluent entre Trump et la Chine. Parce que la Corée, nous savons qu'elle vend beaucoup de puces, beaucoup d'exportations technologiques vers les États-Unis, et elle ne veut vraiment pas être frappée par d'énormes droits de douane. En même temps, Trump a déjà déclaré qu'il voulait que de nombreux fabricants de puces, de nombreuses entreprises de semi-conducteurs s'installent aux États-Unis. Et la Corée du Sud ne veut pas subir cela. Que l'on appelle cela une indignation ou une tragédie, ce ne serait pas bon pour l'économie. Donc je pense que la Corée du Sud, comme le Japon, est essentiellement piégée.
La meilleure voie à suivre est simplement de faire tout un numéro et d'espérer que les États-Unis se rendent compte que la guerre commerciale est en réalité un échec. Eh bien, ce feuilleton continue, comme vous le dites, cette comédie. C'est assez extraordinaire de voir comment ils sont passés de quelques tarifs et de Trump affirmant que le monde entier allait, selon ses mots, lui baiser le derrière, à la situation actuelle. Mais oui, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Je crois que c'était Mike Tyson qui a dit un jour que tout le monde a une stratégie jusqu'à ce qu'on se prenne un coup de poing en pleine figure. Il semble que les Américains en prennent aussi un bon en ce moment. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je suis toujours votre émission. Juste une dernière question. Où les gens peuvent-ils vous trouver? Je regarde votre chaîne YouTube pour vos excellentes analyses. Oui, les spectateurs peuvent simplement aller sur YouTube. Il suffit de taper Sean Fu. Vous pouvez me trouver sur youtube.com/SeanFuGold. J'y serai. Nous faisons des analyses sur l'économie, parfois la géopolitique, l'or, la finance et aussi les investissements. Oui. Oh, désolé, je dois poser une dernière question, parce que j'ai oublié que c'était en fait le point principal que je voulais aborder. L'or à plus de $4 000. Je veux dire, je me souviens qu'en 2008, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à acheter de l'or. Parce que pendant les difficultés économiques causées par trop d'emprunts et trop de dépenses, la solution était « empruntons encore plus et dépensons un peu plus ». Alors je me suis dit, avec les devises qui baissent, achetons un peu d'or. Mais je n'aurais pas imaginé $4 000 à l'époque. Les gens disaient « oh, à l'avenir, ça pourrait monter à 2000 ». Et nous voilà maintenant dépassant les 4000. Que se passe-t-il? Comment expliquez-vous que l'or s'envole ainsi? Bien sûr, je vais simplement l'expliquer avec un dernier exemple. Et c'est un très bon, n'est-ce pas? Donc, nous savons que les États-Unis perçoivent aujourd'hui des montants records de droits de douane. Scott Bessent disait partout « Oh, c'est fantastique, le déficit américain diminue. Nous collectons beaucoup de droits de douane. » Mais nous savons tous que cela vient en réalité des Américains eux-mêmes, des consommateurs américains. Mais voilà le hic. Le déficit budgétaire de l'année dernière s'élevait à 1,8 billion de dollars, n'est-ce pas? Cette année, il est toujours de 1,8 billion. Et cela malgré des droits de douane records, malgré des recettes records provenant de tous les consommateurs américains. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la part des dépenses a augmenté et que les intérêts sur la dette ont également augmenté. Nous en sommes maintenant à 1 billion de dollars par an. Réfléchissez-y. Même si la guerre des tarifs continue, les dépenses des États-Unis continuent d'augmenter. Et si, par miracle, la guerre des tarifs disparaissait, une grande partie des recettes fiscales s'envolerait soudainement. Mais les intérêts sur la dette, les dépenses, toutes les prestations, discrétionnaires ou obligatoires, continuent d'augmenter. On se retrouve donc avec un afflux encore plus important d'argent poursuivant un nombre plus restreint d'actifs, qu'il s'agisse d'actions ou d'or. Donc, si l'on parle simplement de l'or lui-même, sans jeu de mots, l'avenir semble effectivement très prometteur. Mon seul regret est de ne pas avoir acheté plus d'or. Quoi qu'il en soit, merci encore d'avoir pris le temps. Pas de problème. Très bien. À plus tard.